Le problème avec ça, c'est que du coup, tu as un chiffre d'affaires minimum que tu es obligé de te constituer. Parce que quand c'est que toi, bon bah tant pis, tu mangeras moins bien ou moins qualitatif le mois suivant si tu fais un mauvais chiffre d'affaires ou tu partiras moins en vacances, etc. Mais quand tu as des salariés ou des apprentis, leur salaire il doit tomber à la fin du mois. C'est une obligation légale que tu as une épée de Damoclès, il faut sortir le salaire. Salut, c'est Tristan de la chaîne Au Secours. Aujourd'hui, c'est un vrai au secours. C'est un vrai au secours parce que je vais te parler de quelque chose pour lequel je n'ai pas la solution aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie de te partager mes ressentis, mes impressions, mes analyses de ce problème que j'ai et que peut-être toi aussi tu le traverses ou peut-être que tu as la solution ou peut-être que même que tu as réussi à t'en sortir et dans ce cas-là, j'ai vraiment besoin que tu me donnes un avis en commentaire. Alors, au secours, je suis prisonnier de mon entreprise. Si tu as écouté les 2 premières vidéos de cette chaîne, tu as compris que j'ai créé mon entreprise, donc j'ai un cabinet de conseil et de formation professionnelle que j'ai depuis quelques années. Ça marche plutôt bien aujourd'hui, ça fonctionne dans le sens où j'arrive moi à me rémunérer et à rémunérer 2 voire 3 personnes autour de moi. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et pourtant, j'ai l'impression au quotidien de m'être constitué une sorte de prison. Alors prison dorée ou prison pas dorée, ça va être à toi de décider et de te faire ton propre avis. Mais moi je le ressens en tout cas parfois comme une prison. Alors je vais te donner quelques éléments de contexte en plusieurs étapes de comment s'est constitué ce projet ou cette entreprise. Première étape, c'est que j'ai cherché à tout prix, dès le début, à créer l'entreprise à mon image. L'entreprise de mes rêves, ou le projet de mes rêves à mon image. Ça fait un peu sens quand tu sors d'un burn-out, quand tu sors d'une grosse dépression, tu essayes de chercher une porte de sortie, tu cherches pas à te créer une entreprise moyenne, toute pourrie, qui te fait seulement moyennement plaisir. Donc tu essaies de créer quelque chose qui te donne envie. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a pour conséquence de créer une entreprise à son image qui est l'entreprise de tes rêves? Eh bien c'est que j'ai créé quelque chose qui tourne autour de moi. L'entreprise était clairement autour de toute mon expertise. Elle portait mon nom. Elle a commencé par porter mon nom. Et puis j'ai commencé à créer des choses qui dépendaient uniquement de moi. C'est-à-dire que tout était dans ma tête. Mes concepts, mes connaissances. Il n'y avait que moi qui pouvais délivrer ça, puisqu'il n'y avait que moi qui lisais les ressources nécessaires, qui faisait les recherches nécessaires, etc. Alors, face à ça, moi, mon objectif, c'était de me créer une situation d'indépendance. Donc, j'ai eu quelques clients, quelques premiers clients, premières clientes pour vivre. Et avec tout ça, j'arrivais à gérer sans difficulté. Je me souviens du jour où je me suis versé mon premier salaire. Ma première rémunération, c'était une joie. J'avais l'impression d'avoir réussi à créer quelque chose que je trouvais assez compliqué ou assez inatteignable au début. Parce que quand tu es salarié, finalement tu fais partie, tu es le maillon d'une chaîne, mais tu n'arrives pas forcément à voir le début et la fin de tout l'argent qui peut arriver dans ton compte. Tu sais que tu es payé pour faire une tâche en particulier. Moi, j'étais rémunéré pour l'ensemble de la chaîne de valeur, pour l'ensemble depuis le fait de mettre quelque chose dans ma tête et le fait que ça sorte et que ça soit suffisamment intéressant pour qu'une personne paye pour ça. Donc forcément, c'était assez génial. Le problème, c'est que étape 2, j'ai cherché à grossir. Et j'ai bien dit grossir et pas grandir. Comment est-ce qu'on grossit une entreprise? Eh bien, on cherche à avoir plus de clients. On cherche à avoir plus de clients, à faire un effet multiplicateur. Et c'est ce que nous apprennent beaucoup d'influenceurs, beaucoup de youtubeurs qui vont nous parler de produits evergreen, qui vont nous parler d'effets multiplicateurs, qui vont nous parler de croissance, etc. La vérité, c'est que pour grossir, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut plus de clients ou alors il faut augmenter le prix de tes produits. Mais à prix égal, il faut augmenter le nombre de tes clients. Et donc pour pouvoir gérer tout ça, j'ai commencé à embaucher des salariés. En embauchant, alors j'ai commencé par embaucher stagiaires, puis apprentis, sauf qu'un jour il a fallu vraiment embaucher des salariés à temps plein. Le problème avec ça, c'est que du coup, tu as un chiffre d'affaires minimum que tu es obligé de te constituer. Parce que quand c'est que toi, tant pis, tu mangeras moins bien ou moins qualitatif le mois suivant si tu fais un mauvais chiffre d'affaires ou tu partiras moins en vacances, etc. Mais quand tu as des salariés ou des apprentis, leur salaire il doit tomber à la fin du mois. C'est une obligation légale que tu as une épée de Damoclès, il faut sortir le salaire. Plus les charges patronales, plus tout le bazar. Je précise que je me suis auto-salarié
Donc ça vaut aussi pour moi. Le deuxième problème que ça m'a apporté de grossir et d'embaucher des salariés, eh bien, c'est que ça a exigé de moi que je me mette à manager, que je me mette à donner des ordres, à donner un cadre, à contrôler des gens, à former des gens et à faire en sorte que tout ce qui était dans ma tête en fait devienne quelque chose d'universel et pas de personnel. C'est-à-dire que mes connaissances, il fallait les mettre sur le papier, il fallait les transmettre, et donc pour pouvoir les transmettre, il fallait les conceptualiser, les verbaliser, etc. Et ça, c'est un énorme travail en fait que j'avais pas du tout anticipé. Toi, quand tu sais remplir un formulaire quelconque, moi dans mon exemple, c'était de pouvoir remplir des demandes de financement pour des formations. C'est quelque chose que je faisais mais d'un naturel, d'un instinctif parce que je les faisais moi-même. Le jour où il a fallu expliquer les choses à quelqu'un, il lui expliquait la subtilité que ce financeur-là, ça se passe pas comme ça, et que celui-là, ça se passe comme ça. Mais ça a pris des mois et des mois pour réussir à faire quelque chose de potable. Et je vais t'accorder une petite info croustillante, c'est que j'aime pas être patron. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Alors attention, je dis pas que j'aime pas les gens avec qui je travaille, mais j'aime pas les obligations que ça me donne de devoir les manager, les contrôler, de devoir avoir un rôle de patron. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, attends-toi à ce qu'on reparle un petit peu du fait d'être patron quand on a voulu créer sa boîte. Une fois qu'on a fait ça, donc j'ai créé d'abord l'entreprise à mon image qui fonctionnait très bien pour moi tout seul. Ensuite, j'ai cherché à grossir et j'ai embauché des salariés. La troisième étape, c'est que j'ai cherché à m'installer. M'installer, tu sais, moi j'ai l'image de quelqu'un qui s'installe, c'est quelqu'un qui pose sa valise. Ça fait un grand boom d'un coup là. Elle pose dans une maison vide et qui se dit ça y est, je suis installé. Donc en fait, je suis passé d'entrepreneur novateur, un espèce de saltimbanque de l'entrepreneuriat, à un petit pavillon 4 pièces dans une zone pavillonnaire. C'est-à-dire que je me suis un peu encrouté, je ne sais pas si on peut dire, si on peut trouver d'autres termes. Mais pourquoi j'ai fait tout ça, c'est que j'ai voulu devenir un acteur incontournable. Et donc pour devenir un acteur incontournable de mon marché, il fallait que je m'installe et que je me répande, que mon projet, que ce que je véhiculais devienne plus important. Alors je te donne 2 exemples de ce qui a dû se passer quand j'ai fait ce que j'appelle m'installer. La première chose, alors c'est pas que physique, pardon, ça peut être aussi conceptuel, c'est-à-dire que m'installer, ça veut dire je mets en place des process, je mets en place toute une organisation qui fait que je vais pouvoir faire de la croissance, etc. Le premier élément, c'est que je me suis investi dans le monde de la formation professionnelle et c'est quelque chose d'extrêmement tourné sur la paperasse. Il y a beaucoup de procédures, beaucoup de formulaires, beaucoup de contrôles, beaucoup de labels à obtenir, etc. C'est-à-dire que passer de 0 à 1, c'est pas difficile, mais passer de 1 à 10, ça a été une marche à monter exceptionnelle. Il a fallu que je passe un label de certification, il a fallu que je conçoive des programmes qui étaient tous conformes, etc. Alors qu'avant, j'avais pas ce problème-là. Je me disais tout simplement, quelqu'un avait besoin de quelque chose, je lui vendais ce quelque chose et point barre. Quand j'ai voulu rentrer dans la formation professionnelle, il y avait un formalisme, il y avait des obligations légales, des interlocuteurs réglementaires, etc. L'enfer. Et puis, j'ai commencé aussi à avoir des investissements lourds. Je me souviens d'une formation que j'ai dû créer où je voulais, pour un chapitre qui faisait peut-être 30 minutes, je sais pas, j'avais besoin d'informations sur la jurisprudence du monde des fermes pédagogiques. J'ai dû embaucher une juriste qui a bossé pendant plusieurs heures pour me faire un rapport de jurisprudence. J'ai dû aller faire ça m'a coûté une fortune. J'ai dû aller faire des recherches un peu partout. J'ai dû aller questionner des dizaines d'institutions publiques pour parfois créer simplement 20-30 minutes de cours sur un sujet, mais qui a forcément une valeur énorme. J'ai investi dans du matériel, dans des nouveaux logiciels, j'ai investi même dans des locaux. Et donc tout ça mis bout à bout fait que en fait il y a un effet de cliquet, il y a un effet d'impossibilité de retour en arrière. Quand tu habitues tes clients à une meilleure plateforme de formation, quand tu habitues tes clients à un certain confort parce que tu mets le prix dans certaines choses, va pas leur dire le lendemain désolé, comme ce mois-ci j'ai vendu un peu moins de formations ou j'ai fait moins bien, etc. On va passer sur un truc un peu plus bricolé, un peu moins bien, etc. J'ai dû créer mon propre outil de management parce que j'avais créé quelque chose qui était tellement personnalisé, qui était tellement spécifique qu'aucun logiciel en vente classique n'existait et ne correspondait à mon besoin. Donc j'ai dû embaucher quelqu'un pour créer carrément de toutes pièces mon propre logiciel de gestion et
de suivi de formation professionnelle, etc. Donc ça crée quelque chose d'assez lourd, d'assez bureaucratique, et c'est quelque chose que je dirais pas que je le regrette. Ça me manque parfois un peu, la période où je pouvais faire un peu tout ce que je voulais. Tout ça pour répondre à un certain nombre de contraintes, le fait d'être dans un secteur réglementé, le fait de devoir être disponible toute l'année, parce que quand tu fais de la formation professionnelle en continu, tu as une obligation légale en fait de répondre à ton stagiaire en moins de 24 heures. Donc c'est-à-dire que même si tu es en vacances, même si c'est le 25 décembre ou que tu es à l'autre bout du monde, etc., tu dois pouvoir répondre à ton client s'il est en formation en ce moment. Donc les promesses de formation Evergreen où on vous dit en fait vous avez juste à faire un tunnel de vente, vous avez juste à créer un truc et puis après ça se vend tout seul, vous inquiétez pas. Non, c'est pas si vrai que ça. Vous avez un service après-vente, sauf si vous faites n'importe quoi. Si vous faites de la merde, faites-vous plaisir. Mais si vous voulez faire quelque chose qui plaît à vos clients et pour lesquels ils vont vous recommander, vous devez leur assurer un service minimum. Encore plus si vous êtes dans le monde de la formation professionnelle. Dans les autres contraintes, j'avais prêté mon nom à la société et à tout l'univers que j'avais créé. Donc forcément, quand vous êtes client, vous n'avez pas envie de parler à l'assistant. Vous avez envie de parler à Tristan, parce que c'est Tristan qui est sur les vidéos de la chaîne YouTube, parce que c'est Tristan qui envoie tous les emails, etc. Même si c'était pas toujours moi derrière, c'était toujours signé par moi. Donc les gens se sont habitués et se sont attendus à ce que ce soit, en tout cas, c'était valorisant pour eux que ce soit moi qui réponde. Alors c'est un haut secours, mais évidemment j'ai quand même déjà un certain nombre de débuts, de barrières, de protection ou de débuts de solutions. La première, c'est que moi je me suis toujours basé sur de la croissance organique. Donc je me suis pas endetté. J'ai contracté aucun crédit, j'ai pas investi plus que ce que j'étais capable d'investir. Je parle pour la partie entreprise, à titre privé, je suis un peu comme tout le monde. Quand tu achètes ton appart ou ta maison, tu es bien obligé d'emprunter à moins d'être pété de thunes. La deuxième protection que j'ai, c'est que je suis quand même pas très gourmand. C'est-à-dire que si j'ai de l'argent, je mange bien, je me fais plaisir. Si j'en ai pas, je fais un peu plus attention. J'ai pas trop de difficultés à revenir en arrière sur mon niveau de vie, sur mon cadre de vie. S'il faut que je me serre la ceinture pendant une certaine période, ça me pose pas tant de soucis que ça. Je suis capable de m'adapter. Certaines personnes ne sont pas capables de s'adapter, c'est-à-dire que quand tu leur donnes un peu plus de luxe, ça devient leur minimum syndical pour la suite de leur vie. Moi, c'est pas mon cas, donc je me sens assez chanceux vis-à-vis de ça, c'est que je peux très bien me retrouver. Ça veut dire ma maison, si je dois la revendre parce que je peux plus payer le crédit, je la revends et puis je pars sur quelque chose. C'est pas quelque chose qui me choque, qui m'embête plus que ça. Et puis du coup, en conséquence, moi je me rémunère bien, c'est vrai, mais seulement quand c'est possible. C'est-à-dire que il faut pas non plus vous mettre des protections à chaque fois quand ça marche bien, ça marche bien. Il faut en profiter, il faut se dire là ça a bien marché, je me rémunère, je me verse parfois des dividendes parce que c'est un peu moins taxé que des salaires par exemple. Je trouve que c'est mérité, je veux dire je travaille beaucoup, c'est moi qui apporte une grosse partie de la valeur de l'entreprise, donc quand je peux, je peux. Par contre, à l'inverse, je suis le premier à me sacrifier quand il y a une difficulté, parce que je veux pas mettre mes salariés en difficulté, je veux pas les mettre en danger. J'arrive sur mon 4e point et j'ai envie de dire que ce point-là, c'est mon rêve, c'est mon objectif ultime, c'est de devenir inutile et incompétent. C'est vraiment mon nouvel objectif et j'espère que tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses en commentaire, me donner quelques idées aussi de toi, comment tu ferais ou comment tu as fait si c'est déjà ton cas. Vraiment mon objectif aujourd'hui, c'est que mon équipe apprenne à être autosuffisante, c'est-à-dire à avoir des responsabilités et à pouvoir gérer sans forcément faire appel à moi à chaque fois qu'il y a une difficulté. Évidemment que je reste en support et que je pars pas à l'autre bout du monde sans réseau internet et que on fait des points réguliers, mais ce que je veux, c'est qu'il y ait une chaîne de décision qui puisse ne plus passer par moi, et ça c'est vraiment mon objectif. Et il n'y a pas 36 solutions, il faut y mettre les moyens. Les moyens, c'est du temps de ton côté, de mon côté, et puis de mettre du temps du côté de tes salariés. Parce que si je demande à mes salariés de prendre des responsabilités, mais que je leur laisse pas le temps de les investir, ça peut pas marcher. Il y a un corollaire à ça, c'est le fait de déléguer. Forcément, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à faire confiance et à accepter qu'il y a des choses que tu as peut-être envie de faire, mais que c'est peut-être pertinent que ce soit plus toi qui les fasses. Ça, c'est une chose qui est assez difficile. Et puis, une chose qui est importante pour moi en ce moment, c'est d'apprendre à me désolidariser de mon identité.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'essayer de faire un petit peu baisser le rayonnement de mon nom au sein de l'entreprise, même si j'ai pas l'impression d'être non plus une énorme... je suis pas une star internationale, mais sur ma chaîne, dans mon univers, c'est de donner plus de poids à l'entité que j'ai créée qu'à ma personne. Et en faisant ça, ça permet de faire en sorte que les gens ne soient pas frustrés d'avoir mon conseiller pédagogique au téléphone plutôt que moi, ou ma chargée de financement, ou la personne qui gère la communication. Voilà, c'est d'essayer de dépersonnaliser un petit peu et de faire en sorte que les gens soient très contents d'avoir quelqu'un d'autre que moi au téléphone. Et ça me soulage énormément de commencer à réussir à le faire. Mes tâches à moi, puisque je garde un certain nombre de tâches, c'est de garder en tant que directeur, président, l'entrepreneur, donc l'associé principal, enfin, le seul associé de l'entreprise, c'est de garder la vision, c'est de garder tout l'esprit de création, de créativité, de nouveauté, d'innovation, et de garder aussi les clés des grands process qui font la gestion de l'entreprise. Mais c'est la seule partie que tu dois faire. Après, l'opérationnel, le fait de faire les choses, c'est pas à toi de le faire, tu peux le déléguer. La question que je me pose en ce moment, c'est est-ce que du coup, en déléguant des choses que j'aimais bien, est-ce que je suis en train de m'éloigner de ce que j'aimais faire au détriment de tâches qui sont certes cool, mais qui ne sont pas mon métier d'origine? La réponse est oui. C'est que forcément, je suis obligé de faire un certain nombre de sacrifices, de choses que j'adorais faire et que je peux plus faire aujourd'hui. Mais c'est pas si douloureux que ça en fait. Quand j'y réfléchis, je me rends compte que ce que j'adorais faire il y a 4-5 ans, ça n'est plus la même chose que ce que j'aime faire. Donc je suis obligé de renoncer à des choses que j'aime faire, mais peut-être par habitude, peut-être par routine, peut-être par simplicité intellectuelle. Mais le temps que je gagne me permet d'aller inventer, d'aller créer des nouvelles choses, d'aller explorer des nouveaux sujets. Et ça aussi, ça me fait vibrer. Donc en fait, je diminue quelque chose qui me fait certainement encore un peu vibrer, mais pour laisser du temps et de la place à d'autres choses qui me font aussi voire plus vibrer. Le meilleur exemple, c'est l'accompagnement individuel que je fais au sein de mon entreprise. Je suis déjà à plus de 4000 heures d'accompagnement. Donc c'est vrai que j'ai fait le tour. Très honnêtement, j'ai du mal aujourd'hui à être surpris par ce que vont me dire mes clients. C'est assez peu souvent que je n'ai pas la réponse à ce qu'on me demande. Et moi, j'aime bien aussi être challengé, pas avoir la réponse à tout, etc. C'est vrai que de plus en plus, quand tu as fait 4000 heures, au bout d'un moment, tu les as rencontrés, les problèmes des gens, tu es capable d'y répondre. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de faire de l'accompagnement individuel? S'il y a des gens de ma chaîne principale qui me regardent ou des clients qui me regardent, ne vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention de vous abandonner. Mais j'ai simplement changé la façon dont j'organisais les choses. C'est-à-dire que dans mes programmes, il y a un petit peu moins d'accompagnement individuel, il y a un peu plus de formation collective et puis il y a aussi beaucoup d'accompagnement en live, parce que ces accompagnements-là me permettent de répondre aux mêmes questions des mêmes personnes. Et puis j'invente aussi des nouvelles façons de répondre aux questions des gens. Et donc ça va être une des nouveautés de cette année, c'est que je vais mettre en place des choses pour que les gens puissent poser des questions sans forcément prendre 1 heure de rendez-vous avec moi, mais puissent poser une question par exemple en vidéo et que je leur réponde en vidéo de façon beaucoup plus rapide que d'attendre un rendez-vous. Ça ne veut pas dire que j'arrête mes rendez-vous de coaching habituels, mais ça veut dire que je vais peut-être en proposer un peu moins, en faire un petit peu moins, pour me laisser du temps pour faire aussi d'autres choses qui vont aider ces mêmes personnes-là en fait. C'est-à-dire que je ne fais pas ça à leur détriment, je fais ça parce que avant j'avais que ce moyen-là et que maintenant j'ai d'autres options qui me permettent de déléguer à mon moi numérique la possibilité de répondre à des questions que j'ai déjà croisées 100 fois et dont la réponse est la même pour tout le monde. Et toi alors, dis-moi où est-ce que tu en es dans ton aventure entrepreneuriale? Est-ce que toi aussi tu as l'impression de t'être constitué une prison? Est-ce que tu as peur de te constituer une prison? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que ça donne? J'attends vraiment que tu me donnes des commentaires parce que c'est ça aussi qui va m'aider à trouver les prochains sujets de la chaîne Au Secours. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à te raconter un petit peu ma vie, c'est plutôt satisfaisant. Donc j'espère que pour toi aussi, n'oublie pas de liker et de t'abonner et à très bientôt. Ciao.